Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre webinaire qui commence avec quelques petits soucis, techniques, j'allais dire habituels. Alors je suis Jean-Michel Guret, je suis psychothérapeute et formateur en EFT et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour aborder 2 sujets d'une importance capitale dans notre pratique clinique. La psychopathologie d'un côté et la crise suicidaire de l'autre, qui suscite d'ailleurs souvent de très nombreuses questions durant les formations. Alors vous allez pouvoir poser vos questions à notre invité en utilisant le chat et je lui, reposerai également. Moi, j'en ai beaucoup de mon côté à lui poser. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h15 précise, donc on a déjà grignoté quand même 3 minutes importantes et alors, la question qui est souvent posée, c'est le replay. Donc le replay, il y en a un et vous y aurez accès, même je pense assez rapidement. On va essayer de vous l'envoyer tout de suite après, notre webinaire. Alors ce soir, nous avons l'honneur et le privilège d'être rejoints par une invitée éminente. J'ai nommé Éline Caya-Lefebvre. Alors Éline, vous êtes diplômée de l'université Paris-Cité, qui s'appelait avant Paris-Descartes. Vous êtes titulaire d'un master de psychologie clinique et de psychopathologie intégrative, ainsi que d'un doctorat de psychologie que vous avez réalisé dans le domaine des troubles dépressifs et anxieux, et pour lequel vous avez obtenu le prix d'ATHES 2019 de l'école doctorale 261, rien que ça. Alors, je vais sans plus attendre vous poser toute la série de questions que moi j'ai vraiment envie de vous poser. Et puis, donc la première question, c'était en quoi est-il nécessaire pour tous les thérapeutes d'être formés à la psychopathologie? Alors, tout simplement parce que tous les thérapeutes peuvent, et j'ai même envie de dire, vont à un moment rencontrer des patients qui vont être concernés, par, les problématiques de psychopathologie. Si je prends ne serait-ce que l'exemple de la dépression, parce que j'ai le chiffre en tête, il y a une personne sur 5 qui, à un moment au cours de sa vie, va faire un épisode dépressif. Donc c'est énorme. La psychopathologie, ça concerne une grande partie de la population générale, finalement, et c'est quand même des problématiques qui peuvent assez, rapidement venir, interférer dans le suivi thérapeutique d'une façon ou de l'autre. Et donc, ça va être pour les thérapeutes très important de pouvoir identifier et comprendre ces problématiques-là, soit pour pouvoir réorienter, soit pour pouvoir faire des ajustements dans le suivi actuel. Et puis, tout simplement, pour aussi mieux communiquer avec le patient, mieux comprendre ses difficultés, mieux accompagner le patient dans lui, sa propre réflexion et sa propre prise de conscience aussi de ses difficultés, notamment par la psychoéducation, et aussi pour pouvoir mieux communiquer avec les autres professionnels de santé qui vont avoir ces connaissances-là, ce langage-là. Et donc, ça permet aussi de pouvoir travailler un petit peu plus en équipe avec les collègues. Alors, quels sont justement les principaux défis dans le diagnostic des troubles psychopathologiques et comment les thérapeutes peuvent-ils les surmonter? Alors, le diagnostic, je pense que c'est quand même important de pouvoir s'arrêter là-dessus. Le diagnostic, c'est quand même quelque chose qui va être réservé au psychiatre, le diagnostic médical en tant que tel. Un petit peu au psychologue dans une certaine mesure, on va plus parler de diagnostic psychologique. Ce que les thérapeutes vont pouvoir faire et ce qui va être important qu'ils fassent, c'est de pouvoir identifier des signes, émettre des hypothèses, et c'est aussi ce qui leur permettra soit de faire des ajustements, soit de réorienter vers une démarche avec un diagnostic plus formel si c'est nécessaire. Donc le défi, ça va être vraiment de savoir bien identifier et bien explorer aussi ces signes, et puis de pouvoir justement développer cette réflexion clinique qui va permettre de pouvoir identifier quand est-ce que ça serait nécessaire et important de pouvoir orienter vers un diagnostic plus formel, ou quand est-ce que ça serait nécessaire et important de pouvoir travailler en collaboration ou faire des ajustements. J'insiste d'ailleurs sur cette question de savoir identifier quand c'est important de réorienter, parce qu'il n'y a rien, je pense, de plus dangereux chez un thérapeute que de ne pas savoir identifier ses propres limites. Et ça vaut pour tous les thérapeutes, tous les psychologues, tous les psychiatres et tout type de thérapeutes. Donc ça va être vraiment important. Et je trouve même que si on parle de défis, pour moi, c'est un des défis principaux pour tout le monde, c'est de pouvoir identifier aussi nos limites et de pouvoir s'appuyer sur toute une diversité de professionnels. Et pour ça, il faut avoir aussi ces connaissances-là et pouvoir poser, alors pas un diagnostic, mais une première hypothèse, en tout cas une première hypothèse diagnostique avant.
Bien sûr. Et de quelle manière la compréhension des troubles psychopathologiques a-t-elle évolué au cours des dernières décennies? Parce qu'en fait, avec la publication, successive des DSM ou de la CIM, c'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment, des évolutions. Les critères diagnostiques évoluent, les terminologies, changent. Comment vous voyez ça, vous? Alors, ça, c'est une question qui est très vaste parce qu'effectivement, cette compréhension, elle a énormément évolué. Et de toute façon, la compréhension des troubles psychopathos, c'est vraiment le reflet d'une époque, d'une société. Donc, par définition, ça évolue beaucoup, surtout pour une science qui est quand même encore, enfin, une discipline quand même encore assez neuve, hein, à notre échelle. Avant, la compréhension des troubles était très stigmatisante quand même. Il y avait beaucoup cette idée de folie. On parlait de folie, on parlait de fou. Et il y avait vraiment cette idée qu'ils allaient être en marge de la société. Il y avait vraiment une rupture entre ces personnes-là qui étaient concernées par ce qu'on pourrait appeler la maladie mentale et puis les autres. Donc c'était une approche qui était très dichotomique avec vraiment une notion de danger et cette idée qu'on pouvait vraiment, voilà, on pouvait rien faire pour eux, quoi. Donc on les mettait hors de la société. Ensuite, c'est développé quand même des mouvements. Il y a eu une approche plus médicale qui s'est développée, mais très médicale, avec le médecin qui était vraiment en posture autoritaire, la figure du médecin qui était vraiment le sachant, quoi. Et les classifications, type le DSM que vous avez cité, la CIM, etc., ont commencé à prendre beaucoup de place. Donc c'était très lié aux classifications psychiatriques. Et en parallèle, c'est beaucoup développé la psychanalyse, en fait, qui avait l'apanage en France de la psychologie, alors qu'à l'étranger se développaient des modèles un petit peu plus scientifiques et où les choses étaient très renvoyées au conflit inconscient infantile. Hein. C'est un petit peu les modèles principaux de la psychanalyse. Mais ces dernières années, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions et notamment, on a vu naître toute une pluralité d'approches psychothérapeutiques qui notamment vont s'étayer sur des modèles plus scientifiques. Et puis, on a vu aussi apparaître des approches qui étaient beaucoup plus centrées sur une collaboration active entre le thérapeute et le patient, où le patient allait cette fois être compris dans vraiment toute son individualité en fait, et pas seulement dans sa psychopathologie. Et on est passé d'une approche qui était avant assez catégorielle, donc vraiment les catégories de troubles, à une approche qui aujourd'hui est plus considérée comme dimensionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément être malade, ne pas être malade, mais on va plus être sur des continuums en fait, sur lesquels on va se situer plus ou moins, et donc on va prendre tout ce qu'il y a aussi autour d'une psychopathologie, donc par exemple l'estime de soi, la personnalité, les relations d'attachement, la façon dont un individu va penser et ressentir les choses, les événements qu'il a vécus, ses schémas de pensée, ses traumas, donc tout ce qui va contribuer en fait en étant autour de la psychopathologie à peut-être renforcer la vulnérabilité aux troubles, jouer un rôle dans le fait que ces troubles-là, ils vont apparaître, ou ils vont se maintenir, ou ils vont s'aggraver, ou alors le fait qu'on va rechuter. Donc voilà, il y a ça qui s'est beaucoup plus développé, et puis surtout, on laisse beaucoup plus place au relationnel qu'avant. Donc tout ce qui va être l'écoute active, l'empathie, la bienveillance, c'est moins cette idée que le thérapeute, le psy, il est du côté de celui qui sait, celui qui est dans la normalité, et puis bon, bah voilà, il y a le patient de l'autre, quoi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur la question de la relation thérapeutique, de l'alliance thérapeutique, qui est vue comme un vrai facteur de prise en charge de la psychopathologie. Alors dans tous ces développements, comment est-ce que les thérapeutes peuvent rester à jour finalement, actualiser leurs connaissances par rapport aux recherches et à tous les développements les plus récents au niveau de la psychopatho? Alors, bah, par la lecture, beaucoup, enfin, presque tout simplement des ouvrages. Il y a plein d'ouvrages qui sont à destination des thérapeutes, notamment la collection Dunode, qui fait beaucoup d'ouvrages à destination des thérapeutes, mais aussi des articles issus de la recherche scientifique, par exemple sur PubMed, qui est une base de données où on peut trouver pas mal d'articles. Par rapport aux articles, moi j'ai tendance à conseiller de se tourner beaucoup vers les revues de littérature, parce que les revues de littérature, elles permettent de synthétiser justement l'ensemble d'un pan de la recherche sur une thématique. Donc ça permet voilà de se faire une idée assez générale de ce qui se passe. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est conférences, congrès, séminaires. Moi j'aime beaucoup par exemple le congrès de la FTCC, il y a le Oui. congrès français de psychiatrie, mais qui est très psychiatrique pour le coup. Enfin voilà. Et puis il y a aussi toutes les formations complémentaires, certaines des formations assez courtes, d'autres plus longues. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est essentiel pour tous les thérapeutes de continuer de se former tout au long de leur vie finalement, parce que c'est jamais terminé. Et comme on disait tout à l'heure, ça évolue très vite. Les revues de littérature dont vous parlez, on peut y accéder comment?
Alors, donc il y a les bases de données, donc sur PubMed, on peut chercher. Après, il y a pas mal d'articles qui malheureusement vont être payants parce que voilà, aujourd'hui l'accès à la recherche est quand même payant. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent y avoir accès via des institutions. Mais sinon, il y en a qui sont de plus en plus ce qu'on appelle en open access, donc avec voilà des articles en libre accès. Donc, on peut regarder qu'est-ce qu'il y a sur du côté de l'open access. Après, il existe, mais je vais pas forcément le développer ici, il existe des façons d'avoir gratuitement les articles payants. Mais c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Mais Heu, ça existe. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que, souvent, si on contacte directement l'auteur, il se fait une joie de nous envoyer son Oui, aussi. hein, C'est vrai, tout à fait, son tout à papier, ouais. fait. Là, parce que la plupart des auteurs, enfin, c'est pas eux de toute façon qui, voilà, qui veulent que la recherche soit payante. Souvent, c'est plus les éditeurs. Donc, effectivement, contacter aussi l'auteur si son contact est disponible et il sera souvent ravi d'envoyer son article. Alors une question qu'on me pose aussi de temps en temps, c'est quel est le rôle de la génétique et de l'environnement dans le développement des troubles psychopathologiques? Alors, je vais répondre évidemment avec d'une façon un petit peu plus limitée parce que je vais répondre sans connaissance de médecin. Donc moi, je suis psychologue et pas médecin. Mais aujourd'hui, en psychopathologie, ce qui est privilégié, c'est ce qu'on appelle l'approche biopsychosociale. Et donc, avec l'idée qu'il y a une interaction entre trois facteurs, donc que tous les troubles seraient assez multifactoriels et qu'il y aurait les facteurs biologiques, notamment la génétique, le développement cérébral, mais il y aurait aussi les facteurs individuels de la personne, donc sa personnalité, son fonctionnement émotionnel, son fonctionnement cognitif, hein, ses schémas individuels, et puis les facteurs sociaux, donc l'environnement, les événements, avec vraiment l'idée que voilà, les trois vont interagir. Alors souvent les facteurs plutôt biologiques, génétiques, c'est plus des facteurs qui vont prédisposer, c'est-à-dire qui vont créer une vulnérabilité. Et puis cette vulnérabilité, elle va s'exprimer en étant influencée, donc elle va plus ou moins s'exprimer en étant influencée par les facteurs qui vont être liés à l'individu, son vécu, son environnement. Donc là, ça peut précipiter l'apparition de ces troubles-là. Mais c'est pour ça que ça va être très important d'avoir une prise en charge qui va être justement pluridisciplinaire. Voilà le rôle d'une approche plus médicale, d'une approche plus psy, d'une approche plus sociétale aussi. Enfin, les trois vont être importants. Parmi les difficultés de nos stagiaires au sein de notre école, l'IFPEC, on voit souvent apparaître la question des comorbidités. Donc comment est-ce que les thérapeutes peuvent-ils aborder efficacement justement les comorbidités dans le domaine psychopathologique? Ça va beaucoup dépendre de quelle comorbidité on parle. En général, quand même, ce qu'on sait, c'est que plus il y a de comorbidités, plus le suivi est compliqué. Mais les comorbidités, c'est quelque chose qui est très, très, très fréquent. Donc, effectivement, il va falloir travailler avec. Ce qui va être important, c'est de pouvoir apprendre à hiérarchiser, à prioriser, c'est-à-dire de pouvoir aussi explorer quel trouble est arrivé en premier, quel trouble pose le plus de handicap, le plus de souffrance au patient, ou quel trouble constitue la demande du patient pour lequel il vient, et puis de pouvoir aussi prendre le temps d'identifier un petit peu les interactions entre ces différentes comorbidités, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un trouble qui a eu une influence sur l'apparition du second et vice-versa, de quelle façon ça interagit aujourd'hui ensemble. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des dépressions qui vont être réactionnelles à un trouble anxieux. Typiquement, un patient qui a une phobie sociale ou qui est agoraphobique et qui ne sort presque plus de chez lui, force d'isolement, force d'inactivité, et puis aussi l'épuisement d'être anxieux. Au bout d'un moment, il va ce qu'on appelle décompenser sur un mode dépressif, donc il va faire un épisode dépressif, mais c'est le trouble anxieux qui a participé à ça. Et là, ça peut être compliqué, parce que même si le trouble anxieux était là en premier, si la dépression est devenue extrêmement envahissante, et ben, le patient, il aura peut-être pas les ressources ou l'énergie pour travailler sur son trouble anxieux. Même si l'anxiété était là avant, la dépression peut être une cible prioritaire pour justement redonner un peu de ressources et d'énergie aux patients pour qu'ils puissent peut-être après travailler plus l'anxiété et agir sur ce qui a contribué voilà, à ce basculement dépressif. Donc voilà, avoir en tête un peu un schéma
de qu'est-ce qui a joué sur quoi, en fait, dans les comorbidités, de quelle façon elles se sont influencées, est-ce qu'un trouble a favorisé l'apparition d'un autre trouble, est-ce que les deux sont apparus de façon indépendante, est-ce qu'il y a une interaction qui est mutuelle, et puis selon l'intensité de chaque trouble, le handicap de chaque trouble, la demande du patient, etc., pouvoir comme ça établir un plan thérapeutique en collaboration avec le patient, qui prend en compte tout ça, tout ce qu'on a compris de tout ça, quoi. Ouais, et donc on voit bien à quel point c'est important d'avoir ces notions de psychopathologie pour s'y retrouver, et ensuite donc on identifie les différents troubles et après on peut commencer à, organiser en fait le plan de traitement. Bien sûr, c'est essentiel d'avoir cette phase d'exploration, d'identification et en fait de construction un petit peu d'un schéma mental, de comprendre le fonctionnement, les mécanismes qui sont en place. Donc voilà, vraiment, toute cette mise en place, elle est importante avant d'avoir des cibles thérapeutiques. Si on part à l'aveugle, c'est compliqué. D'ailleurs, il y a beaucoup de nos stagiaires qui demandent, comment est-ce qu'ils peuvent adapter leur méthode de traitement en fonction justement des différents troubles psychopathos. S'il y a des grandes, recettes ou si c'est vraiment du sur mesure à chaque fois? Alors, je parlerai pas forcément de grandes recettes. Effectivement, ça va être plutôt du sur-mesure, c'est-à-dire selon le patient, selon ses symptômes, selon les limites aussi que ces symptômes posent au patient. Mais il peut y avoir effectivement des ajustements à faire. Si je reprends l'exemple de la dépression parce que c'est aussi, enfin, une de mes spécialités. Mais un patient qui fait un épisode dépressif, il va vraiment pas avoir la même énergie, les mêmes ressources. Ça n'aura rien à voir avec le fait d'être paresseux. La dépression va créer une fatigue physique, une fatigue mentale qui va être énorme. Elle va beaucoup réduire les capacités d'attention, les capacités de concentration. Et donc, ça peut nécessiter, par exemple, de réduire l'intensité ou la durée ou la difficulté des séances, de pouvoir s'adapter aussi à ça. Il y a des troubles de la personnalité qui peuvent venir aussi beaucoup créer des particularités relationnelles qui vont faire qu'il va falloir s'adapter dans la façon de relationner avec les patients. Par exemple, souvent les patients avec un trouble borderline, ils peuvent très vite se sentir attaqués ou abandonnés et ils vont avoir besoin d'un cadre particulièrement sécurisant et stable. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, ça va vraiment dépendre de chaque patient et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir bien comprendre les difficultés auxquelles ce patient-là fait face et de pouvoir identifier de quelle façon les difficultés qu'il a vont impacter notre suivi pour pouvoir décider de est-ce qu'il y a des adaptations à faire aussi. Je pense que c'est intéressant dans ces moments-là de pouvoir aussi collaborer avec le psychiatre de référence, par exemple, pour pouvoir aussi échanger selon ce que lui ou elle a pu comprendre les difficultés des patients. Mais ça vaut pour tous les patients, c'est-à-dire même en dehors de la psychopathologie. On s'adapte de toute façon au fonctionnement du patient, cas par cas, à ses besoins, à ses difficultés, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas le patient qui s'adapte à la façon dont fonctionne notre suivi. Donc, pour proposer une prise en charge individualisée, même un patient qui n'a pas de psychopathologie, on va essayer de voir comment s'adapter à son fonctionnement à lui, pour pouvoir aussi lui proposer un suivi qui va lui convenir et qui va être individualisé. Vous soulevez un point important parce que souvent on a des stagiaires qui sont, thérapeutes, qui sont pas psychologues et qui hésitent de prendre contact avec un psychiatre. Et justement la psychopatho, ça peut être un des moyens qui leur donne quand même quelques bases pour mieux se comprendre et mieux discuter. Parce qu'effectivement, c'est Mhm. vraiment un point sur lequel on insiste beaucoup. Il faut vraiment connaître ses limites et pas hésiter à référer, dans certains cas. Ça m'amène à vous poser une question sur les enjeux éthiques. Quels sont-ils, les enjeux éthiques qui sont liés au diagnostic et au traitement des troubles psychopathos? Bah, ça va beaucoup faire le lien avec ce que vous disiez juste avant, parce que pour moi, effectivement, l'enjeu éthique principal, c'est de connaître ses limites et c'est de savoir réorienter quand c'est nécessaire. Si on identifie des troubles psychopathologiques pour lesquels on se sent pas prêt ou on se sent pas formé à les prendre en charge, c'est vraiment le devoir de chaque thérapeute, déjà d'informer le patient sur les suivis qui sont recommandés et puis l'encourager potentiellement à un diagnostic ou un suivi, un type de suivi particulier. Je vois parfois effectivement, ça m'arrive de recevoir des patients qui sont en plein épisode dépressif caractérisé depuis des années et qui n'ont jamais été réorientés vers un psychiatre, par exemple. Et ça, je trouve que c'est un manquement éthique. Donc c'est important que chaque professionnel connaisse son rôle, ses limites,
ces indications et de savoir, comme vous le disiez, collaborer avec l'ensemble des professions existantes pour permettre aussi aux patients d'accéder aux meilleurs soins dont il aurait besoin, parce que c'est ça notre éthique primordiale, c'est d'être là pour le bien-être du patient en priorité. Mais réorienter, ça ne veut pas forcément dire ne plus suivre le patient. On peut continuer le travail qu'on fait en parallèle avec ce patient si le trouble le permet. Parfois, il peut s'agir d'attendre effectivement que le patient soit stabilisé pour ensuite travailler, nous, sur autre chose différemment. Et puis aussi, parfois, une démarche éthique, c'est simplement d'accepter qu'on ne peut pas prendre en charge tout le monde et que c'est aussi normal. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir ces bases en psychopatho et puis de connaître aussi les différents professionnels qui existent, les différentes psychothérapies qui existent, les recommandations qui existent pour chaque trouble, etc. Parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de pouvoir informer le patient sur les soins d'une façon justement qui va être éthique, déontologique. Et jamais oublier que c'est le bien-être du patient qui de toute façon a la priorité. Et faire attention à ne pas. Il y a des thérapeutes qui voilà vont être tentés de se sentir tout puissants et ça ça va être problématique. Donc savoir informer le patient, l'orienter vers des soins adaptés, pour moi ça va être ça l'enjeu principal. Et surtout quand on a des patients, par exemple, qui viennent consulter et qui nous parlent de traitements, il y en a qui prennent des benzodiazépines depuis des années et des années. Ça peut être très utile de les envoyer chez un psychiatre pour qu'il l'arrête et qu'il corrige ce genre de traitement. Tout à fait. C'est vrai que parfois, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des médicaments qui n'ont pas été prescrits, soit parfois parce qu'ils ont, alors il y a certains généralistes qui vont prescrire comme ça et puis ensuite plus jamais revoir le patient et le patient est lâché dans la nature, soit parfois parce que ils prennent sur la prescription du parent, du conjoint, de que sais-je, et il y a des personnes qui se retrouvent à prendre effectivement des traitements sans qu'il y ait de suivi médical. Donc si c'est le cas, de toujours encourager à une consultation psychiatrique pour que ça puisse être évalué, quoi. Ouais. Ok. Comment la culture et le contexte social influencent-ils la manifestation et le traitement des troubles psychopathos? Alors, à nouveau, une question très vaste, hein, on pourrait écrire un livre. Comme on le disait tout à l'heure sur l'évolution de la compréhension de la psychopatho, la société a quand même une énorme influence sur la compréhension des troubles et puis du coup sur leur prise en charge. Hein, c'est vraiment le reflet d'une époque et notamment le reflet des critères de moralité d'une époque. Donc il y a beaucoup de choses qui, avec l'évolution de la société, ont été notamment dépathologisées. Si on prend l'exemple de l'homosexualité, qui il y a encore pas si longtemps existait dans les classifications psychiatriques, la psychiatrie avait quand même un retard assez important là-dessus. Si on prend aussi l'exemple de l'hystérie, qui fut un temps était une pathologie qui était attribuée uniquement à la femme et uniquement à l'utérus, qui aujourd'hui n'est plus un concept utilisé, en tout cas en psychiatrie, en psychologie scientifique, ou même plus récemment, quand on parle des neuroatypies, donc par exemple l'autisme, où avant c'était presque considéré comme une forme de psychose, et puis c'était encore une fois attribué à la mère. Aujourd'hui, on apprend aussi à considérer que c'est pas un fonctionnement anormal, mais c'est un fonctionnement différent. Et donc c'est beaucoup d'évolutions aussi qui se font avec les évolutions sociétales. Et le fait que ça évolue, ça va changer aussi le type de prise en charge qui va y avoir. Si on considère quelque chose comme anormal, forcément le traitement il va être là pour viser à guérir, à supprimer, à changer. Et ce qui peut parfois donner lieu à des thérapies qui ont été très néfastes dans l'histoire. Donc voilà, ça va beaucoup influencer. Et puis aussi, c'est une autre façon dont le contexte social va influencer, ça peut influencer la façon dont certaines pathologies vont s'exprimer. Un exemple qui est assez parlant, c'est le burn-out. Finalement, le burn-out, sa fréquence dans une société, son intensité, la façon dont il s'exprime, ça va être assez lié à quel rapport cette société-là elle a au travail aussi. C'est vrai qu'on voit que plus une société va être individualiste, dans une sacralisation de la réussite personnelle, de toujours donner le meilleur de soi-même, etc., ça augmente le taux de burn-out ou le stress post-traumatique. En période de guerre, c'est quelque chose qui va augmenter. Enfin, ou quand une société va connaître un contexte économique très difficile, où les individus vont être, par exemple, très isolés, comme ça peut être le cas pendant le Covid, et ben ça va favoriser des troubles dépressifs, des troubles anxieux. Donc ça va aussi jouer là-dessus.
Mais c'est vrai qu'en tout cas, quand le regard de la société évolue, souvent, il y a une évolution de la prise en charge des patients, et ce qui souvent est très, très, très positif, hein. Alors on parle beaucoup de psychoéducation. Quelle est l'importance, selon vous, de la psychoéducation pour les patients et aussi leurs familles, justement dans la bonne gestion, je dirais, des troubles psychopathos? Alors, la psychoéducation, c'est une approche qui effectivement va être vraiment essentielle, pour être justement, je parlais de l'évolution vers une approche plus collaborative, et bah, la psychoéducation, c'est un des outils essentiels pour être dans cette approche collaborative où on travaille avec le patient. Et donc, comme on travaille avec le patient, on lui partage nos connaissances et on lui permet de se les approprier, ces connaissances. Ce qui aussi, lui redonne un sentiment de contrôle sur sa situation, sur son propre vécu, sur ses propres troubles, et qui donne aussi au patient les clés pour se comprendre lui-même, comprendre la façon dont il fonctionne, et c'est ce qui va le rendre plus autonome aussi dans la gestion de ces troubles-là. Et puis ça permet beaucoup aux patients de reprendre du sens à ce qui se passe. Ça redonne du sens aux choses, ça leur donne les mots, les concepts pour penser les choses. Et puis ça vaut aussi pour les familles. En plus, ça peut permettre aux familles de développer des clés, des outils pour apporter un soutien qui va être adapté à leurs proches concernés. Et en plus, on voit aussi que la psychoéducation, c'est quelque chose qui renforce beaucoup l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire le lien entre le patient et le thérapeute, et puis l'engagement du patient dans le suivi. Donc ça joue beaucoup là-dessus. Puis ça permet aussi de déstigmatiser, que ça soit auprès des patients, auprès des familles. Ça leur permet de déstigmatiser un petit peu cette idée de je suis anormal, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, etc. Alors je voulais rebondir sur 2 questions. On a Saïda qui demande: «Existe-t-il des formations courtes en psychopatho?» et Chantal qui complète en disant: «Beaucoup d'organismes font des formations courtes pour thérapeutes en psychopatho avec une grande variation de tarifs. Comment savoir si une formation de base est bonne pour trouver le bon organisme de formation?» Alors, bah, vous pourriez aussi sûrement m'aider hein, dans la réponse à cette question-là, mais il existe effectivement des formations qui vont être plus ou moins courtes, plus ou moins longues en psychopatho par des organismes très variés, à des tarifs très variés, parfois à des qualités qui sont très variables. Ce qui va être important, c'est moi je pense de regarder le programme, de regarder les intervenants aussi de cette formation. Et puis, quand on choisit une formation, c'est se demander aussi quels sont nos objectifs. Si nos objectifs c'est de traiter les troubles psychopathologiques, alors il va falloir plus faire une formation longue de plusieurs années. Donc c'est pas forcément l'objectif. Mais si notre objectif, c'est d'être thérapeute, mais pas traiter les troubles psychopathologiques, mais d'avoir des bases en psychopathologie pour pouvoir s'y adapter, travailler avec les collègues, etc. Et puis voilà, de pouvoir le comprendre. Là, dans ces cas-là, d'avoir des formations plus courtes pour vraiment acquérir les bases, ça peut être suffisant. Donc tout dépend aussi ce qu'on recherche. Mais faire attention effectivement au programme, faire attention aux intervenants, et puis faire attention aussi à ce qui, j'ai envie de dire, ce qui est vendu un petit peu par la formation. C'est-à-dire une formation de 3 heures en psychopathologie qui vous vante de pouvoir traiter tous les troubles du monde, il y a quelque chose qui va pas. Donc pouvoir aussi regarder si il y a des attentes réalistes entre les objectifs qui sont donnés de la formation et la longueur du contenu proposé, etc. Après, ça serait difficile. Voilà, enfin, c'est vraiment regarder les formations un petit peu au cas par cas. Bah, moi, je peux faire un témoignage, personnel. C'est-à-dire que j'ai fait comme beaucoup de thérapeutes. Alors, je suis pas issu d'un cursus classique, de psychologie et cetera. J'ai fait une reconversion et j'avais commencé à travailler en tant que thérapeute avant la loi de 2010, ce qui m'a permis de bénéficier de ce qu'on a appelé la clause de grand parentage au moment où passait la loi. Et donc je suis passé devant un comité de l'ARS composé de professionnels et j'ai écopé à l'époque, je disais la peine capitale, c'est-à-dire qu'on m'a dit, bah, vous allez tout refaire et on m'a demandé de faire un stage en clinique privée, enfin, en institution qui a duré, je crois, 760 heures, ça fait à peu près 6-7 mois, et une formation en psychopatho de 420 ou 430 heures que j'ai fait à l'AFTCC. Eh bien, pour moi, ça a été extrêmement bénéfique parce que j'étais surtout formé aux outils, mais pas justement à la psychopatho, au mode de fonctionnement, et donc ça a été un grand bond en avant
dans ma pratique et surtout pour être capable de dire: «OK, ça je prends et ça je prends pas». Ou au contraire, ça je réfère, à un psychiatre et c'est là que j'ai commencé, j'avais connu des psychiatres dans mes formations, notamment dans des formations en hypnose et une fois j'ai eu une personne, elle me semblait quand même un peu bizarre. Je l'ai référée d'abord au psychiatre que je connaissais et il me dit: «Eh ben, en fait, la dame était venue faire une séance alors qu'elle était dans une clinique, psy depuis, déjà bien 15 jours et il me dit: «Tu as bien fait de me l'envoyer parce que en fait la dame présente un trouble bipolaire. Je suis très étonné qu'elle n'ait même pas été diagnostiquée dans la clinique dans laquelle elle est. Tu ne fais rien, tu attends que je la stabilise avec le traitement adapté et quand elle sera stabilisée, là, je te dirais: «Tu peux continuer» et pour moi, Mmh. ça avait été, une véritable chance parce que ça m'a permis de voir que, bah, c'était pas 2 mondes différents, qu'on pouvait vraiment échanger et profiter justement de ces relations et après, une formation, en psychopatho, bah, c'est clair que ça nous met tout de suite la puce à l'oreille, on pose les bonnes questions et on peut, sans poser un diagnostic, déjà se dire: «Peut-être qu'il y a ça». Bien Et sûr. sans aller, dans des troubles trop, durs, je me rappelle avoir eu des patients qui avaient des crises d'angoisse. La crise d'angoisse se déclenche, enfin l'attaque de panique, si on veut rester dans le DSM. Heu, les pompiers arrivent, attrapent la personne dans la rue, l'amènent à l'hôpital, on lui donne un médicament, au bout benzodiazépine j'imagine. Au bout d'un moment, il se calme et puis après on lui dit: «Bah, rentrez chez vous», sans explication. Et je me rappelle très bien que la 1re fois où j'ai commencé à expliquer tous les symptômes, je crois que dans le DSM, il doit y en avoir 13 ou 15 et que si on en a 7 sur les 15, eh bien, c'est caractéristique d'une attaque de panique. Je lui ai dit: «Écoutez, moi je suis pas psychiatre, mais dans les attaques de panique», j'ai ouvert le DSM, je lui ai dit: «Regardez les» et le gars, je me rappelle de sa tête, il a dit: «Mais il s'est ça l'a décontracté». Il pouvait Mmh. enfin poser un nom sur son problème et il m'a dit: «Mais alors je suis pas fou?» «Ben non, ça fait des attaques de panique». Voilà, Mmh mh. donc ça illustre bien vraiment, cette importance. Alors, je dis aussi que j'ai affiché l'offre de la formation que vous, proposez dans le cadre de l'IFPEC. Allez la regarder, on va pas rentrer trop dans le détail parce que le temps passe et je vois qu'il y a vraiment, plein de questions. Et je voulais aborder, le deuxième volet, c'était la crise suicidaire. Parce que c'est vraiment une problématique qui revient très souvent. Qu'est-ce qu'on doit faire, quand quelqu'un nous dit, «Bah, je dois me suicider» et cetera. Donc on va commencer par, comment est-ce qu'en fait, on peut détecter les, 1ers signes avant-coureurs d'une crise suicidaire? Et ça, c'est vraiment le b.a-ba que les thérapeutes devraient tous connaître, quoi. Bien sûr. Alors après, je vais donner quelques signes qui peuvent être vraiment avant-coureurs d'une crise suicidaire, mais je tiens quand même à préciser qu'évidemment, là aussi, il va y avoir des différences individuelles et donc l'élément important aussi à remarquer, surtout si c'est un patient qu'on suit déjà, c'est, un changement. C'est-à-dire qu'un patient qui va changer dans sa façon de se comporter, dans sa façon de penser, dans sa façon de réagir émotionnellement et ça peut être vraiment absolument sur tout, sur l'appétit, sur le sommeil. Donc voilà, déjà de repérer des basculements dans le fonctionnement. Mais il y a effectivement quand même des signes qu'on va beaucoup retrouver qui peuvent être le signe d'une crise suicidaire. Ça va être quand il y a beaucoup d'isolement et de retrait. Et notamment l'expression ce qui revient beaucoup, c'est l'expression d'une douleur morale insupportable. Vraiment où la personne le dit, c'est insupportable, c'est intenable, j'y arriverai pas, avec vraiment un besoin urgent que ça s'arrête. Sans forcément que la personne parle de suicide, mais où effectivement elle exprime ce besoin de je vais pas pouvoir continuer comme ça, quoi. Donc ça, c'est aussi des choses auxquelles faire attention. Quand il y a l'expression d'un sentiment de solitude, d'exclusion, cette idée de toute façon il y a personne qui est là pour moi, et puis notamment avec cette idée de toute façon je suis un poids pour les autres, un fardeau pour les autres. Donc ce sentiment vraiment d'exclusion, d'être un poids, d'être inutile, ça va falloir être vigilant. Tout ce qui va être aussi les sentiments d'être bloqué, l'impression d'être dans une impasse, de pas avoir de solution, la personne qui dit bah voilà, je ne pourrais pas m'en sortir. Donc l'expression du désespoir et notamment quand on voit que le rapport au futur commence à être
assez fataliste, assez pessimiste. On voit que la personne se sent dans une impuissance, qu'elle a l'impression de ne plus avoir aucun contrôle, qu'elle a tout essayé. Cette idée de j'ai tout essayé, qui peut être importante. Et puis ensuite, ça peut se repérer aussi dans la façon dont la personne agit, si elle est dans vraiment une passivité, si elle fait plus beaucoup les choses ou qu'elle les fait par automatisme, un peu comme un robot. Il y a aussi des personnes qui vont mettre en place un peu des préparatifs, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à envoyer des lettres à leurs proches, à faire leur testament, commencer à donner des objets ou à mettre en ordre leurs affaires, où ils vont commencer à avoir des conversations avec les autres, un peu comme des mises au point, ou à négliger certaines choses de la vie quotidienne. Par exemple, ils ont arrêté de payer leurs factures, ils prennent plus trop soin d'eux-mêmes, avec cette idée de bah voilà, de toute façon ça sert à rien. Ça va être aussi des attitudes qui expriment une détresse, comme par exemple des personnes qui commencent à consommer des substances, des toxiques ou à s'alcooliser plus qu'avant, qui vont avoir des réactions émotionnelles aux événements négatifs, même aux petits événements négatifs qui vont être tout de suite plus intenses, ou au contraire, ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle le syndrome pré-suicidaire. Je crois que ça a été théorisé par Ringel, mais je suis pas sûre de la prononciation. Mais c'est justement, alors que le risque devient encore plus imminent, il y a une espèce de retour au calme. Une personne qui d'un coup va être très calme, presque dans une froideur, qui va être vraiment dans un retrait, qui va même plus parler de sa souffrance. Et ça peut être aussi le signe que la décision a été prise. Et donc, comme la décision a été prise, il y a un effet déjà soulageant de la décision qui peut donner l'impression d'un calme apparent, de ah bah, elle va mieux cette personne. Donc on a peut-être cette sensation d'amélioration chez le patient. Et puis aussi, la personne ne parle plus parce qu'elle veut pas justement que quelqu'un essaye de la convaincre, de l'empêcher de faire son acte, etc. Donc aussi, quand il y a, alors que quelqu'un était en détresse, d'un coup, un retour au calme, ça peut être aussi voilà, le signe de ça. Donc d'être assez vigilant à tout ça et puis d'être assez vigilant à la façon dont le patient formule les choses, parce que parfois le patient il va pas dire j'ai envie de me suicider, il va dire ça sert plus à rien, j'ai tout essayé, à quoi bon. Ça va être plus des phrases comme ça aussi, et c'est là que il va s'agir de venir poser la question. Ce qui est souvent le plus difficile pour les thérapeutes, c'est de poser la question, alors que c'est ce qui est le plus important. On y viendra peut-être, mais bon, à nouveau, je peux pas faire la liste de tous les signes d'une Ouais. façon exhaustive, hein, ça serait pas possible. Alors, je peux dire tout de suite, hein, j'afficherai l'annonce après, que aussi vous proposez une journée entière sur justement une formation pour, savoir détecter et gérer la crise suicidaire. Mais là, Tout à fait. justement, j'avais quelques questions, sur, notamment les questions. Quelles questions on peut poser pour différencier une pensée suicidaire passagère d'un risque, vraiment, sérieux, avec un passage à l'acte imminent chez un patient? Alors, bah, déjà, bon, la moindre pensée suicidaire doit être prise au sérieux, de toute façon, et considérée comme un risque suicidaire. Ensuite, évidemment, on va quand même, à partir de ça, devoir évaluer le potentiel de passage à l'acte. Et donc, c'est là qu'il va falloir aussi poser les questions très simplement. C'est-à-dire, pensez-vous au suicide? Avez-vous des idées suicidaires? Donc, quand il y a des choses dans les formulations ou dans le comportement de la personne qui font que ça nous évoque ça, mais parfois ça peut être aussi s'il y a eu un diagnostic de dépression, on sait que le risque est important, donc poser la question. Voilà, donc vraiment assez frontalement, voilà, pensez-vous au suicide? Savoir aussi, voilà, pour tout de suite casser cette idée reçue qu'il peut y avoir, le fait de poser la question à quelqu'un ne va pas augmenter le risque que la personne passe à l'acte. Au contraire, ça le diminue. Il y a un effet de soulagement de l'attention du fait de pouvoir verbaliser, qui fait que ça diminue ce risque-là, parce que ça diminue l'impulsivité émotionnelle. Les personnes souvent sont très seules avec cette idée, hein. C'est quelque chose qui est très tabou, qui est très stigmatisé, donc ils se sentent très seuls avec ça. Ils ont honte, ils ont l'impression que ça serait pas entendable pour les autres, donc ils osent pas en parler. Et tout ça, c'est des facteurs qui aggravent. Donc vraiment de poser la question d'une façon qui est pas dramatisante. C'est-à-dire qu'il faut que le thérapeute ait l'air à l'aise avec ça. Donc que pouvoir aussi soi-même travailler notre rapport à ce sujet-là. Et puis ensuite, pour différencier un petit peu plus avec voilà entre quel est le risque vraiment du passage à l'acte, c'est bon bah pensez-vous au suicide.
Pensez-vous souvent au suicide? De pouvoir aussi examiner à quel point c'est une pensée qui commence à être de plus en plus présente au cours de la journée. Est-ce que ça commence à être très envahissant? Je ne peux pas m'empêcher d'y penser, etc. Est-ce que, est-ce que vous l'envisagez comme une solution? Est-ce que vous envisagez d'autres solutions? C'est à de pouvoir aussi voir si la personne, elle a une première pensée comme ça, qui de temps en temps, de façon transitoire, apparaît, ou est-ce que vraiment ça commence à tourner de façon ruminative et obsessionnelle, où elle se dit, il n'y a que ça qui est possible pour arrêter la souffrance. Et ensuite, le plus important, une fois qu'on a fait ça aussi, c'est un peu la méthode de l'entonnoir. Euh, est-ce que la personne a un projet suicidaire? Il faut lui demander ça. Est-ce que vous avez prévu de vous suicider? Et si c'est oui, quand? Comment? Est-ce que vous avez déjà essayé? Parce que quelqu'un qui a des antécédents de tentative de suicide est beaucoup plus à risque. Donc justement, ne pas minimiser quelqu'un qui a fait plein de tentatives au cours de sa vie en se disant, bah voilà, ça veut dire qu'il ne le fera jamais. Au contraire, il est plus à risque de décéder de cette façon-là. Donc, de pouvoir, voilà, avec une méthode un petit peu de l'entonnoir comme ça, du plus général, est-ce que vous avez des idées suicidaires, au plus spécifique, d'essayer d'explorer vraiment le projet suicidaire de cette personne. Et si la personne y pense beaucoup, qu'elle l'envisage vraiment comme une solution à ses difficultés et qu'elle a du mal à envisager d'autres solutions, qu'elle se dit que c'est peut-être la seule, qu'elle commence à réfléchir aux moyens de le faire, à quand faire, et que surtout si elle a déjà essayé de se suicider par le passé, là le risque va être imminent. D'accord et donc, justement, en tant que thérapeute, comment est-ce qu'on peut établir un plan de sécurité efficace avec un patient qui, justement, nous dirait: «Beh, moi, j'ai prévu de me suicider tel jour à telle heure, de telle manière»? Alors le plan, enfin la prise en charge immédiate, la protection immédiate dans la crise suicidaire, ça va être déjà d'abord dans un premier temps, avant d'être dans une protection ciblée, ça va être vraiment d'établir un lien de confiance avec le patient. C'est-à-dire vraiment déjà de créer un espace où on va vraiment prendre le temps d'être dans une écoute active, hein. On va reformuler, on va renvoyer les émotions de l'autre, etc. Mais vraiment un moment qui est juste un moment d'écoute déjà, d'empathie, de non-jugement, qui est un prérequis indispensable. Donc déjà, pouvoir vraiment prendre le temps d'écouter, comprendre l'histoire là, de la personne, de l'encourager à exprimer ses émotions, à reconnaître ses émotions, reformuler sa souffrance, l'aider à, voilà, à mettre en mots, en sens sa souffrance. Donc toute cette partie-là de l'entretien, elle va être importante parce que d'établir ce lien de confiance-là, c'est ce qui va permettre aussi de rendre la personne plus réceptive si on met en place après des mesures de protection. Et puis, au-delà de ça, c'est déjà une façon, comme je disais, de faire redescendre la tension émotionnelle à ce moment-là, le fait d'avoir pu en parler, d'avoir un espace d'écoute, de non-jugement, etc. Tout ça, ça va travailler sur la gestion émotionnelle de ce qui se passe. Et donc, ça peut faire passer de l'état de crise, c'est-à-dire avec un risque plus imminent, à l'état de potentiel suicidaire, c'est-à-dire qu'il voilà un petit peu plus un état de vulnérabilité, mais avec un risque un peu moins imminent. Ensuite, deuxième, le deuxième gros versant qui va être important, c'est la mobilisation sociale, c'est-à-dire mobiliser la protection sociale. Où là, l'objectif, ça va vraiment être d'identifier les proches de confiance de ce patient, de l'encourager à parler à ces proches-là. Donc d'identifier les proches voilà, qui vont être de confiance, les personnes qui ont su l'aider par le passé, qui savent l'écouter, etc. Et puis d'essayer d'encourager à aller leur en parler, donc de lui demander qui est au courant que ça va pas en ce moment, à qui vous pourriez en parler, est-ce qu'il y a des personnes qui sont au courant, etc. Parfois, ça va être de l'aider à trouver les mots pour en parler, hein. Et ensuite, on va essayer, si on a l'impression que le risque est imminent, de travailler avec ces proches-là, donc d'informer les proches, potentiellement avec l'accord du patient. Donc de dire, bah, est-ce qu'on peut l'appeler ensemble? Est-ce qu'elle peut venir vous chercher à la fin de l'entretien aujourd'hui, etc. Pour des personnes qui parfois sont très isolées, c'est plus compliqué, mais ça va être de repérer avec lui des organismes qui peuvent vous offrir du soutien, donc d'essayer de mobiliser le plus possible la protection sociale, qui est le facteur de protection numéro un face au passage à l'acte suicidaire, c'est le social. Ensuite, après, on met en place effectivement un plan de sécurité immédiat, où là, on va formuler très clairement au patient, bah voilà, moi je m'inquiète pour vous et voilà, faut que je vous protège. Et donc, selon le degré d'urgence, parfois ça peut être de proposer une hospitalisation, ou même avec ou sans son consentement, c'est mieux avec pour l'alliance thérapeutique, mais pouvoir aussi sécuriser l'environnement. Donc ça peut être de demander aussi aux proches
ou à la personne si on sent que c'est possible, mais de se débarrasser des moyens létaux qu'il va avoir autour de soi, donc de passer un petit peu un contrat ensemble de voilà les médicaments, les couteaux, etc. On va demander à votre sœur de venir les prendre chez vous, ou on va demander à votre sœur de venir passer quelques jours avec vous, etc. Donc impliquer l'entourage aussi dans la sécurisation de l'environnement et dans la surveillance de la personne, et puis ensuite mettre en place avec le patient un plan de sécurité en cas de crise, donc qui lui il est un petit peu la liste à l'écrit de qu'est-ce que je fais en cas de crise, donc quels sont les signes auxquels je dois faire attention, qui j'appelle, comment je peux assurer ma sécurité, qui puisse relire aussi dans ces moments-là la liste des raisons de vivre qu'on a pu lister ensemble, quelles activités il peut faire dans ces moments-là pour faire redescendre l'intensité émotionnelle, etc. Donc, qui puisse aussi avoir son petit plan écrit. Mais à nouveau, si vraiment le risque est imminent, de proposer une hospitalisation, alors, parfois ça peut être vécu comme punitif par les patients, donc c'est là que c'est un petit peu compliqué. Mais insister sur le fait que c'est pour le protéger et puis pouvoir l'accompagner, quoi, appeler les urgences avec lui, accompagner la démarche, pour qu'il y ait vraiment une protection de l'environnement immédiate le temps de la crise. Bon, désolé, c'était un petit peu long. Non, non, c'est vraiment très, très intéressant. Il y a le cas aussi où, moi je l'ai eu une fois, le patient envoie un SMS à 23h en disant, «Merci pour votre accompagnement, c'était super, mais là c'est trop douloureux, j'en peux plus, adieu», un truc comme ça, quoi. Et donc quelle, réaction à avoir dans ce cas-là? On appelle bien sûr et puis ça répond pas, hein. Alors, si on connaît l'adresse, donc moi effectivement, j'appelle, hein. D'ailleurs, je dis, mais ça c'est chaque thérapeute aussi, hein, qui fait un petit peu selon comment il veut poser son cadre et ses propres limites. Moi, mes patients qui sont en risque élevé, ils ont mon numéro de téléphone personnel et je leur dis, bah voilà, vous m'appelez si vous sentez qu'il y a une crise. Et puis, si jamais la personne envoie ça et qu'elle répond pas, normalement en tant que thérapeute, on a l'adresse du patient. Donc on appelle les urgences, on peut leur donner l'adresse. Moi, à ce moment-là, effectivement, je romps le secret professionnel parce que de toute façon, sinon, c'est non-assistance à personne en danger, donc ça règle la question. Donc après, évidemment, pour le risque suicidaire comme pour tout le reste, on n'est pas tout puissant et donc on ne pourra jamais arriver à 0% de risque que nos patients un jour passent à l'acte. Ça, voilà, c'est aussi de pouvoir se rendre compte de ça et de ne pas se dire on porte entièrement leur vie sur nos épaules parce que sinon ça serait intenable émotionnellement d'être thérapeute. Donc de pouvoir aussi faire la part des choses là-dedans, parce qu'on ne peut pas vivre avec notre téléphone non plus scotché en permanence nuit et jour, et donc même un thérapeute ne peut pas être la seule figure de protection d'un patient, mais on va faire au mieux évidemment. D'accord. Quelles sont les interventions thérapeutiques les plus efficaces pour les patients qui présentent justement un risque suicidaire, plus, plus, plus? Alors ça, ça dépend ce qu'on entend par intervention thérapeutique, parce qu'il y a un risque suicidaire imminent, c'est-à-dire la personne est vraiment en état de crise. Et dans ces cas-là, on va effectivement mettre en place le plan de protection immédiat dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, d'abord travailler le lien de confiance, mobiliser la protection sociale, sécuriser l'environnement. Ça va être aussi, je crois que j'en ai pas parlé, mais rapprocher les séances, hein, et puis essayer de planifier toujours, demander à la personne, est-ce qu'on peut se revoir après-demain, qu'il ait toujours un horizon assez court terme d'un moment où on va se revoir, prévoir ce plan de gestion de crise avec le patient, etc. Ce que je fais aussi parfois, moi, c'est le contrat de non-suicide. Je sais pas si voilà, vous en avez déjà entendu parler, mais c'est passer un petit peu un contrat oral ou écrit avec le patient de voilà, bon, bah, ce qu'on se dit, est-ce que vous seriez d'accord pour se dire, vous suicidez pas d'ici la prochaine fois qu'on se revoit, d'ici lundi prochain, on en reparle, etc. Donc, pendant l'état de crise, on est vraiment sur des stratégies extrêmement court terme où, en fait, on est en train d'essayer de différer, de retarder, mais ensuite, après, dans un second temps, mais là, on va être sur des stratégies qui sont plus forcément sur un état de crise. On peut travailler les facteurs de vulnérabilité, c'est-à-dire ce qui a vulnérabilisé ce patient à être en crise suicidaire. Et donc là, ça va être tout ce qui est travaillé sur les troubles psychopathologiques sous-jacents, ou réorienter par exemple pour un traitement de la dépression. Je reprends l'exemple de la dépression parce que c'est quand même la majorité des suicides sont liés quand même à la dépression. C'est 70% des suicides qui sont liés à la dépression, donc évidemment c'est une pathologie importante là-dessus. Et ensuite, une fois qu'on a identifié qu'est-ce qui vulnérabilise chez ce patient-là,
on va agir essayer d'agir sur ces facteurs-là, à nouveau, une fois que le patient est stabilisé dans sa crise. Et là, ça peut être plein de stratégies. Ça peut être. Alors moi, évidemment, je peux parler des stratégies que j'ai dans mon orientation thérapeutique, qui ne sera pas forcément celle de tous les thérapeutes, mais ça va être l'approche centrée sur les pensées négatives. Donc voilà, de pouvoir déconstruire les schémas de pensée négatifs. Ça va être l'approche centrée sur la résolution de problèmes pour entraîner le patient dans son quotidien à trouver des solutions, à penser les choses différemment quand il est confronté à des solutions et à des impasses. Ça peut être tout ce qui est stratégie émotionnelle pour se reconnecter aux émotions positives. Ça peut être tout ce qui est stratégie thérapeutique liée aux valeurs, c'est-à-dire de l'identifier, enfin de l'aider à identifier ses valeurs, à comment se rapprocher de ses valeurs, de ce qui compte pour lui, etc. Mais il y a vraiment des stratégies d'intervention immédiate en cas de risque imminent, et puis ensuite plein de stratégies psychothérapeutiques pour cibler les facteurs de vulnérabilité. Mais ça va dépendre de quels sont les facteurs de vulnérabilité de ce patient-là. Et puis ça va dépendre aussi chaque thérapeute selon ses outils psychothérapeutiques. J'imagine que tout ça, vous allez le développer dans la formation que vous proposez le 6 avril 2024? Alors moi, dans la formation, effectivement, j'ai prévu d'avoir en fin de formation, d'essayer d'aborder quelques stratégies un petit peu plus long terme, c'est-à-dire pas des stratégies d'intervention. Je vais d'abord passer du temps quand même sur tout ce qui est intervention immédiate, et puis ensuite, je vais quand même présenter quelques outils pour la prise en charge des vulnérabilités issu, moi, de mon orientation thérapeutique qui est les TCC, donc évidemment en piochant un petit peu là-dedans, qui peuvent aider quand même, que tous les thérapeutes peuvent appliquer aussi avec leurs patients. Il y a une question aussi importante, c'est comment est-ce que les thérapeutes peuvent-ils prendre soin de leur propre santé mentale à eux, quand ils travaillent justement, souvent avec des patients suicidaires? Parce que c'est quand même une catégorie de patients qui nous touche et qui nous concerne différemment. Voilà. Alors, moi, je soulignerais quand même l'importance d'être suivi soi-même, hein. D'être suivi peut-être sur le plan personnel. Alors, je ne fais pas partie de ces personnes qui disent qu'un thérapeute, un psychologue, etc., a l'obligation d'être suivi sur le plan personnel, parce que je trouve que ça, c'est une démarche qui est très personnelle, mais je pense quand même que c'est important, si on en ressent le besoin, en tout cas. Par contre, ce qui me semble plus essentiel, c'est la supervision, de pouvoir être supervisé dans sa pratique, et puis de ne pas rester seul. Donc c'est-à-dire, bon, déjà de pouvoir échanger aussi avec des collègues, avec d'autres thérapeutes, donc sur le plan plus personnel, et puis aussi de ne pas rester seul dans la prise en charge de ce patient-là. Donc à nouveau de pouvoir discuter avec un psychiatre, une structure, enfin augmenter vraiment le nombre d'acteurs qui vont être mobilisés autour de lui, parce que c'est quand même très 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 anxiogène, et je parle en connaissance de cause, d'être seul en libéral avec un patient dont on sait qu'il a un risque imminent, et on est le seul professionnel de santé mentale autour de lui. C'est quand même très anxiogène, donc d'essayer autant que possible de l'inscrire dans un parcours de soins plus large, plus encadré, de pouvoir prendre contact avec ces autres professionnels pour pas avoir aussi ce sentiment d'un poids qui va être extrêmement anxiogène, extrêmement lourd. Et je pense aussi que ça va être important de ne pas, on le disait tout à l'heure, mais se surresponsabiliser, c'est-à-dire de pouvoir aussi garder en tête qu'en tant que thérapeute, bon, on n'est pas magicien, et donc on ne peut pas tout contrôler, et donc de pouvoir aussi parfois apprendre à lâcher prise, tout en faisant au mieux sur le plan professionnel pour le patient. Mais vraiment, la supervision, c'est quelque chose, ou l'intervision, c'est-à-dire donc la supervision, c'est d'aller voir un thérapeute qui va superviser notre pratique, et l'intervision, c'est se réunir entre plusieurs thérapeutes pour discuter des cas l'un des autres. Donc l'intervision, ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit, parce qu'on est chacun là pour l'autre, alors que la supervision, bah, c'est un petit peu plus coûteux, vu qu'on a un superviseur et que c'est pas mutuel. Je sais pas si c'était très clair. Mais... Ouais. Plusieurs personnes parlent du numéro d'appel 3114, qui est urgence prévention du risque suicidaire. Ouais. C'est un numéro que vous donnez à vos patients, à leur famille? Oui, parce que c'est à la fois pour les personnes qui sont concernées, donc qui pensent au suicide, c'est aussi pour toutes les personnes qui ont des questions
sur le suicide pour des proches, c'est aussi pour l'entourage. Enfin, donc c'est vraiment tout le monde peut appeler. Même en tant que thérapeute, ça peut être intéressant si on est inquiet pour un patient, qu'on a des questions sur les démarches, sur les structures vers lesquelles on pourrait orienter ce patient, etc. On peut aussi appeler le 3114 en tant que thérapeute. Moi, je les ai jamais appelés à titre personnel, déjà parce que alors j'ai plus la date exacte, mais ça reste assez récent, 3114. Mais oui, oui, c'est vraiment, c'est pas que pour les personnes concernés. Enfin, pas que pour les suicidants, les suicidaires. OK. Alors je prends un peu des questions, comme ça, des personnes qui disent, «Ben, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur la collaboration avec le psychiatre au niveau du diagnostic, de la psychopatho, mais rentrer en contact avec eux est très difficile. Quelle alternative proposez-vous?» Alors, bon, déjà, j'entends tout à fait parce que moi, en tant que psychologue, là, ça fait 6 mois que j'essaye de contacter un psychiatre qui suit une de mes patientes, donc autant vous dire que j'entends tout à fait cette problématique. Malheureusement, voilà, parfois c'est difficile de faire autrement, mais c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi parfois de passer par plus des structures ou des organismes, de pouvoir aussi avoir peut-être déjà des contacts, c'est-à-dire de pouvoir en amont contacter des psychiatres, etc., dont on développe une relation de confiance avec ce psychiatre-là et vers lequel on pourra envoyer nos patients. Et donc de pouvoir peut-être se renseigner avant même d'avoir des patients avec qui ça pourrait être nécessaire. Mais j'ai malheureusement pas, par contre, de baguette magique parce que je suis d'accord que c'est une difficulté que les psychologues peuvent rencontrer parfois par rapport aux psychiatres. Je pense que c'est une difficulté que les psychiatres sûrement rencontrent entre eux. Et je sais que pour les thérapeutes ou pour les psychopraticiens, ça va d'autant plus se poser parce qu'ils peuvent faire face à des psychiatres qui sont réticents. Donc, je comprends. On a une internaute qui dit, qui est thérapeute: «Je suis confronté à une personne qui vient de perdre sa mère et qui était en fusion avec, elle. Cette personne donc est dans un ressentiment terrible vis-à-vis du corps médical et des membres de sa famille. Seule, elle travaille de nuit dans un CHS, mais ne veut pas se faire aider. Dois-je avertir un psychiatre et qu'est-ce que je dois faire?» Alors, je pense quand même, par rapport aux questions, ça va être difficile pour moi de faire des cas cliniques. Par rapport à des patients que je n'ai pas vus, que je ne connais pas. Mais si vous pouvez répéter, donc la question c'est une patiente qui... Une patiente qui va très mal, qui s'isole, est-ce qu'il doit faire un signalement? En fait, on peut prendre la question un peu plus générale. bah, tout dépend de la mise en danger de cette personne ou non. Si on identifie que la personne qui a une vraie atteinte immédiate à son intégrité physique, ça peut être effectivement important de pouvoir faire un signalement, mais là, faut évaluer aussi est-ce que la personne est dans un risque imminent ou non. OK. Alors, lorsqu'on oriente nos patients, mais que les patients refusent ou annulent les rendez-vous avec les psychiatres, comment gérer la situation? Si, pardon, si on oriente vers des psychiatres, mais que les patients ne veulent pas. Oui, parce qu'en fait, il y a une catégorie de patients, je pense, qui vont voir, volontairement des thérapeutes qui ne sont «alternatifs» entre guillemets des fois et qui refusent catégoriquement d'aller voir des psychiatres. Parce qu'il y a une expérience, une histoire, Bien sûr. de mauvais diagnostics, de traitements abrutissants et cetera et cetera. Alors, moi, je parle dans ma façon de travailler. Ce que je fais, c'est que dans un premier temps, j'arrête un petit peu d'insister et je prends plus de temps au fur et à mesure du suivi pour être dans l'alliance thérapeutique, créer un lien de confiance et être dans la psychoéducation aussi de à quoi ça peut servir un traitement, l'intérêt du psychiatre, etc. Mais j'attends vraiment qu'il y ait une alliance qui se mette en place avec le patient pour qu'ensuite, quand je propose une orientation vers un psychiatre de confiance que je connais, ce patient, il soit lui, comme il est dans un lien de confiance avec moi, voilà, ça peut aider. Après, évidemment, il y a aussi des cas où voilà, on n'y arrive pas. Et j'ai en tête notamment une patiente pour qui c'est inconcevable de prendre des antidépresseurs et d'aller consulter un psychiatre. Je sais depuis presque un an que ça serait vraiment une aide, ça serait important en tout cas de le faire. Mais c'est pas quelque chose qui est envisageable et je fais comme je peux sans ça. On ne peut pas de toute façon forcer le consentement des patients à ce sujet-là. Mais je pense qu'en travaillant sur l'alliance et la psychoéducation, on peut quand même
doucement essayer de les faire évoluer là-dessus. Mais il va falloir faire attention à pas se placer effectivement dans une posture qui va être autoritaire où on ordonne, donc de pouvoir aussi prendre le temps et accompagner l'évolution de cette réflexion-là sans être dans quelque chose de trop pressant, où là, ça peut plus se rendre défensif et le risque, c'est que le patient, il vienne plus nous voir nous non plus. Et donc là, on a un peu tout perdu et on risque encore plus de l'isoler dans un refus d'aller consulter des thérapeutes quels qu'ils soient. Donc, faire attention à cet équilibre-là, effectivement. Alors, on a une question d'une personne qui est psychiatre et pédopsychiatre. Donc, merci pour ces échanges très intéressants. Pour rebondir sur une question qui vient d'être soulevée au sujet des benzodiazépines et sur l'intérêt d'adresser le patient à son psychiatre traitant, j'ai la question inverse en quelque sorte. Je me demandais si, à votre connaissance, l'EFT ou la psy énergétique, en général, pouvait apporter une aide dans le sevrage des benzodiazépines. Je précise que je connais bien cette problématique car je suis psychiatre pédopsychiatre et je suis très heureuse de bientôt entamer le cycle 1 de formation à l'IFPEC. Donc, je vais Je vais répondre. peut-être vous laisser répondre, oui, parce que je ne suis pas formée à l'EFT. Donc, Alors, oui, on peut s'en servir. Donc, bien évidemment, sans être dans la toute-puissance, mais il y a 2 choses qu'on peut faire. D'abord, pour traiter, l'état d'anxiété au quotidien. D'ailleurs, une anecdote à ce sujet. Dans la clinique dans lesquelles j'ai fait mon stage, j'ai eu l'occasion de former, une bonne partie du personnel qui était volontaire et les infirmières distribuaient les médicaments à 16 heures l'après-midi. Et donc, il y avait une espèce de file indienne de patients qui passaient devant le bureau, qui attendaient ces médicaments. Et souvent, ces patients-là, il y avait un peu de l'échauffement et tendance à, des fois, en venir aux mains. Et donc, dans ce couloir-là, elles avaient affiché des schémas avec les points à stimuler d'EFT et les personnes se mettaient face au mur et stimulaient les points et ils avaient observé qu'il y avait vraiment un apaisement général. Et ce qu'on constate souvent aussi, qu'on intervient régulièrement dans des hôpitaux, des cliniques psy, à la fin de la première journée, donc les gens sont déjà en mesure de stimuler les points et de faire une intervention pour calmer déjà ce qui s'active. Et on a beaucoup d'infirmiers ou d'aides-soignants qui étaient de garde la nuit, qui nous disent: «Ah il faut que je vous en raconte une bonne. Le patient untel qui a l'habitude de sonner et de prendre des, benzos, dans la nuit, je suis allé avec le médicament, mais avant qu'il le prenne, je lui ai dit: "On va faire une ronde ensemble". On a fait 1 ou 2 rondes d'EFT et il s'est calmé et du coup, il n'a pas eu besoin de médicaments». Donc on peut utiliser l'EFT pour calmer, et ça, c'est vraiment le travail qu'on va demander à nos patients. Et puis, on peut aussi l'utiliser pour traiter ce qui est à l'origine, l'événement qui est à l'origine de la prescription. Si par exemple, il y a eu, je sais pas quoi moi, un choc traumatique, et ben on ira aussi en séance avec son thérapeute travailler le choc traumatique. Et de cette manière-là, on va arriver à accompagner le sevrage des benzos. Et puis, il y a la psychoéducation, et cetera. Et effectivement, quand c'est un psychiatre qui va modifier le traitement parce que lui seul peut le faire, et en complément accompagné en psychothérapie avec l'EFT, c'est vrai que là, on va avoir un résultat qui sera certainement très, très intéressant. Oui, il y a beaucoup de questions par rapport à la situation au niveau de la psychiatrie en France, et c'est vrai qu'elle est très compliquée. Stéphane souligne qu'en fonction des régions, il y a vraiment des disparités de l'accès aux soins. Renvoyer quelqu'un à une éventuelle prise en charge par un autre professionnel, notamment un psychiatre qui donne un rendez-vous, dans 6 mois à 1 an, ça pose problème. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, réorienter, ça ne veut pas forcément dire refuser de recevoir, nous, le patient. Hein. Ça peut être de lui proposer effectivement de prendre un rendez-vous avec un psychiatre, et puis nous, on peut le revoir d'ici là. Justement, en plus, ça permet de faire tenir un petit peu avant la consultation. Donc, de pouvoir aussi différencier, réorienter pour avoir 2 suivis complémentaires en parallèle, et puis effectivement réorienter ça vraiment, je ne peux pas prendre en charge. Mais si vraiment il y a un rendez-vous psychiatrique dans 6 mois et que la personne elle est dans une urgence aussi, ça peut être pour faire un peu effet tampon de toute façon de pouvoir la revoir. Après,
Moi, je sais que j'ai de plus en plus de patients qui ont des consultations psychiatriques en visioconférence parce qu'effectivement, ils ont trouvé personne de disponible dans leur région et donc qui s'adressent à d'autres psychologues, d'autres psychiatres, d'autres régions. Mais de toute façon, il y a une grosse problématique d'accès aux soins de santé mentale aujourd'hui en France. Déjà parce que les CMP, les rendez-vous, c'est 1 an pour avoir un rendez-vous, Ouais. que les consultations libérales sont malheureusement assez coûteuses et le remboursement, voilà, c'est problématique complexe, mais en tout cas est difficile. Enfin, et puis il y a des régions où c'est vraiment un désert médical. Donc, il n'y a pas de recette magique, mais moi, je conseillerais de continuer à voir cette personne pour différer, pour faire un peu le tampon, et puis de voir aussi s'il n'y a pas des psychiatres à distance, parce que parfois, vaut mieux ça que pas de suivi du tout, hein. Ça peut être aussi, alors là, je comprends un petit peu, penser aussi parfois il y a des généralistes qui sont un petit peu plus formés à la psychiatrie que d'autres, et ça peut être, enfin, déjà dans un premier temps de réorienter vers le médecin généraliste, ça peut déjà être quelque chose, surtout s'il y a besoin de la mise en place d'un traitement, par exemple un antidépresseur, le généraliste peut quand même être habilité, même si moi je préconise plutôt d'orienter vers un psychiatre, on fait aussi avec ce qu'on peut à ce moment-là. Marjorie demande: «Est-ce qu'il y aura d'autres dates pour la formation en psychopatho? Est-ce envisageable uniquement en ligne?» Alors ça, je Alors, je vais répondre parce qu'en fait, je la pose exprès parce que je milite activement auprès d'Eline pour qu'il y ait dans le futur, une formation, exclusivement en ligne. Donc, on a déjà un socle, de vidéos enregistrées, sur la psychopatho et effectivement, on pourrait, je pense, utilement le compléter par une formation en ligne. Mais bon, on va déjà faire celle-là qui est prévue au mois de mars et ensuite on proposera certainement d'autres dates. on peut effectivement réfléchir à comment organiser quelque chose pour que ça soit exclusivement en ligne, mais mais il faudrait vraiment penser en amont l'organisation parce que du coup, comme vous le savez, il y a la partie sur les vidéos que j'ai faites, mais la formation en présentiel, je travaille aussi pas mal sur des études de cas, sur des échanges interactifs, sur des jeux de rôle, et c'est plus difficile à mettre en place exclusivement en visio. OK. Alors, ah oui, quel est l'impact des médias sociaux et de la culture numérique sur la prévalence et la nature des crises suicidaires? On parle beaucoup des suicides de jeunes victimes de harcèlement, ou de cyberharcèlement. Alors l'impact des médias sociaux et de la culture numérique. Alors, il y a, pour, pour moi, il y a deux gros impacts. Il y a effectivement la question du harcèlement numérique sur Internet, qui là est un facteur de risque suicidaire parce que la personne a doublement, on parlait tout à l'heure de cette sensation de ne plus avoir d'issue, qui jouait beaucoup dans la pensée suicidaire. Et avec le harcèlement en ligne, cette sensation de ne plus avoir d'issue, elle est décuplée parce que finalement, c'est une violence à laquelle on ne peut pas échapper, même chez soi. Donc il y a déjà cet aspect-là, vraiment de sensation de ne pas pouvoir s'en sortir, de ne pas pouvoir y échapper. Cette sensation aussi que ça ne s'arrêtera jamais, parce que ça paraît tellement titanesque. Et puis en plus, on sait que le harcèlement en ligne sur Internet, il va doublement jouer dans l'altération de l'estime de soi, de l'image de soi, parce que c'est des agressions et des insultes et de la haine venant d'une quantité de personnes phénoménale parfois, et donc ça peut vraiment conduire à cette croyance que bah voilà, tout le monde me déteste, je suis pas digne de recevoir de l'amour, donc ça peut venir euh, exacerber des facteurs qui jouent dans le risque suicidaire. Après, sur la question des médias sociaux, etc., je pense que c'est important aussi d'aborder la question du risque de contagion par rapport au risque suicidaire. Parce qu'on sait, bon, on le savait déjà, par exemple, dans une école, dans une entreprise, quand il y a un suicide, ça augmente le risque qu'il y ait d'autres suicides au sein de cette école, de cette entreprise. Et ce phénomène de contagion, il peut se retrouver via les médias sociaux quand il y a des suicides qui vont être extrêmement médiatisés. Notamment, alors ça va beaucoup jouer sur les adolescents quand ça va être quand la personne qui s'est suicidée était perçue comme très admirée, ou au contraire quand les médias vont banaliser ou romantiser le geste. Pour des adolescents en quête identitaire, ça peut être un facteur dangereux. Donc ça va être aussi cette question de comment est traitée la problématique suicidaire dans les médias. Après, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a
ces facteurs-là qui vont venir jouer sur des facteurs déjà individuels de vulnérabilité préexistante, quoi. OK, une question, comment les thérapeutes peuvent-ils collaborer avec d'autres professionnels de la santé dans la prise en charge des patients suicidaires? On l'a déjà un peu abordé, mais Oui. Oui, effectivement, on a déjà un petit peu discuté, voilà, de l'importance de pouvoir prendre contact avec, que ça soit le médecin généraliste, le psychiatre, le psychologue ou, vers surtout quand il y a un risque suicidaire, une structure, cadrée de soins. Par exemple, voilà, selon le degré d'urgence, les urgences, un service de psychiatrie, le CMP et cetera. Mais c'est bien que le patient puisse être suivi dans une structure. Après, je pense qu'à part, essayer de prendre contact, c'est voilà, c'est difficile, d'avoir une réponse, magique à ça. Moi, je pense que c'est important de pouvoir prendre contact déjà en amont. C'est-à-dire que de pouvoir, contacter quand on s'installe, par exemple, en libéral, de contacter un petit peu les personnes des alentours pour pouvoir voilà, les prévenir, discuter un peu avec eux. Comme ça, le jour où on se retrouve dans une situation où on doit réorienter, on a déjà une relation, professionnelle avec ces personnes-là. Mais OK. Est-ce qu'il y a des spécificités de la prise en charge des adolescents? Pré-ados et ados? alors, va y avoir des spécificités, notamment parce que l'adolescence, c'est quand même, un moment de bouleversement identitaire. Donc, il y a, énormément de facteurs qui peuvent jouer sur le rapport à l'identité déjà, est très compliqué. L'estime de soi est plus fragile, elle va s'effondrer plus facilement. Le rapport au social est plus important, parce que souvent les adolescents sont beaucoup plus affectés par les événements relationnels, que ce soit les conflits familiaux, les ruptures, les conflits avec les pairs, etc. Bon, notamment la problématique du harcèlement, hein, qui est présente. Et puis ensuite, la problématique aussi à l'adolescence, c'est le rapport à l'impulsivité. On sait que chez les adolescents, l'impulsivité est plus élevée et l'impulsivité est un facteur de risque suicidaire. C'est ce qui peut d'ailleurs conduire aussi à consommer certaines substances, etc. Donc il va falloir faire attention à ça et être vigilant à certaines problématiques particulières, par exemple un fléchissement scolaire ou un adolescent qui s'isole beaucoup, donc, et qui est particulièrement dans l'agressivité ou l'irritabilité. Et de pouvoir à ce moment-là ne pas être dans des démarches qui vont être justement punitives, autoritaires, mais pouvoir essayer d'être dans des démarches d'écoute. Et donc s'il y a de l'absentéisme, des notes qui chutent, etc., de pouvoir aussi questionner, mais questionner d'une façon coopérative et d'une façon empathique. Après, Ouais, il y a dans le chat, il y a des témoignages et notamment, un témoignage d'une personne qui dit: «Tout ce que vous dites est très aidant», et elle parle de ce d'un cas qui lui est arrivé: «J'ai fait hospitaliser un patient dans un centre psychiatrique. J'ai demandé de bien faire, attention. 6 mois après, mon patient est sorti et s'est suicidé. J'ai dû me faire aider pour traverser ce trauma». C'est clair que c'est quand on est thérapeute et qu'on traverse ça, heu, c'est pas évident, bien évidemment. non, c'est même potentiellement extrêmement traumatisant, hein. Il y a des thérapeutes d'ailleurs qui développent après parce que beaucoup, comme tout le monde, on est sujet aux troubles psychopathologiques, hein, ça n'empêche pas, de véritables troubles anxieux après dans leur pratique aussi. Quand on a fait face au suicide d'un patient, il y a des thérapeutes qui après, dès qu'un patient ne va pas très bien, dès qu'un patient est en retard à un rendez-vous, il y en a qui développent aussi des vrais mécanismes anxieux où évidemment, ça va être important de pouvoir se faire suivre et puis parfois aussi de pouvoir prendre un petit peu de recul, savoir faire des pauses, savoir se recentrer sur soi. Mais ça peut être un événement qui est extrêmement traumatique. Parce que le suicide, de toute façon, est un événement qui, pour l'entourage, et les thérapeutes font partie de l'entourage, est un événement, un gros potentiel traumatique parce qu'il est très chargé aussi en termes de responsabilisation, de culpabilité, etc. Donc que ça soit pour la famille, les amis, mais aussi pour les professionnels autour, c'est des événements très lourds. Alors on arrive au terme, il est 21h15, on arrive au terme de notre, webinaire comme annoncé. Juste quelques infos, donc, j'ai affiché les 2 formations que vous allez animer. Donc, toutes les personnes ont eu les dates. Il y a un replay,
Dans le replay, vous allez avoir un mail qui accompagne la vidéo du replay avec un lien sur ces 2 formations, comme ça vous aurez plein de détails. L'objectif, c'était surtout de vous communiquer de l'information, pas de faire du commercial ce soir, hein. Il y a 40% de psychologues par rapport à, on avait 390 auditeurs, 1700 à peu près personnes inscrites, donc qui vont revoir, mais ça nous donne un peu une idée de qui était là. 40% de psychologues, 18% de thérapeutes, infirmières 6%, praticiens en relation d'aide 8%, professionnels de santé, etc. Bon, voilà. Et il y avait 6% de personnes qui assistaient à titre personnel, mais qui n'exercent pas d'activité voilà, thérapeutique. Et également, on avait posé des questions sur la formation, et en fait, il y a seulement 21 personnes qui ont suivi une formation à la crise suicidaire, qui nous Ok, écoutaient. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup Éline. C'était vraiment, avec très plaisir. intéressant, et je pense que même juste avec ce webinaire, ça permet d'avoir les idées beaucoup plus claires, et ça répond à pas mal de questions, qu'on entend durant nos formations. Bah, je vais peut-être vous laisser le mot de la fin. Bah, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Et puis, bah, je vous remercie, Jean-Michel, d'avoir proposé ce webinaire et de m'avoir accueilli pour 2 questions qui sont effectivement essentielles, très, très importantes pour tous les thérapeutes. Je pense que voilà, c'est vraiment crucial de pouvoir les aborder. Et moi, ça me tient particulièrement à cœur de parler du risque suicidaire parce que je sais que c'est un sujet qui est difficile pour les thérapeutes, mais y compris pour moi-même, hein. Et je pense que les thérapeutes ont besoin aussi de cette sensibilisation et que c'est aussi faire avancer le regard de la société, le regard de la prise en charge autour de ça. Et c'est aussi bah, de pouvoir parfois sauver des patients, quoi, d'en parler. Donc, merci d'avoir laissé la place à ce sujet ce soir. Et merci à nos auditrices et auditeurs, et puis toute leur interaction. À très bientôt. Au Au revoir. revoir.